François Perret, merci beaucoup pour cet échange, pour cet entretien. Vous êtes directeur général de Pacte PME, vice-président du think tank Étienne Marcel. Vous êtes par ailleurs ambassadeur à l'épargne salariale auprès du gouvernement. Et avec l'ensemble de ces casquettes, vous êtes également l'auteur d'un ouvrage qui vient de sortir, qui est « Votre salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi ». Et c'est précisément le sujet qui va nous intéresser lors de cet échange aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser à la question du salaire juste, du partage de la valeur, dans le contexte éminemment brûlant que nous connaissons aujourd'hui. Et ma première question va être celle des NAO qui vont s'ouvrir en 2023. On sait qu'on a un contexte économique d'inflation assez fort, avec des tensions extrêmement intenses en matière salariale, des revendications qui n'en sont pas moins élevées. Dans ce contexte-là, selon vous, quels sont les enjeux des prochaines NAO qui vont s'ouvrir, sachant qu'on a déjà eu plusieurs rounds de NAO au cours de 2022, on s'est pas tenu qu'à une seule négociation sur les salaires, et quelle politique salariale on peut imaginer dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Peut-être revenons quelques courts instants sur l'année 2022 pour se projeter plus facilement vers 2023. La première leçon qu'on peut tirer des NAO 2022, c'est que il y a eu un effet de rattrapage, mais seulement partiel, des salaires sur l'inflation. On estime que globalement les rémunérations auraient augmenté, puisque l'année n'est pas encore finie au moment où on se parle, d'environ 3,7%, ce qui est probablement à comparer à une inflation sur un an qui a dépassé le seuil des 6%. Donc ça, c'est la première leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il y a un effet de rattrapage, mais qu'il est insuffisant pour couvrir effectivement la hausse générale des prix. Le deuxième élément, et vous l'avez déjà rappelé dans votre question, c'est qu'il y a eu une tentation très forte d'un certain nombre de branches et d'entreprises de compléter leur NAO du premier trimestre par un second round au deuxième semestre, ce qui a permis quand même d'effectuer un certain nombre de corrections, sachant qu'au premier semestre, on était plutôt sur de l'inflation anticipée, alors qu'au second semestre, l'inflation était vraiment là, et donc évidemment, il était d'autant plus nécessaire d'aller vers ces revalorisations salariales. Si on se projette sur l'année 2023 et qu'on prend en compte les premières études qui commence à nous donner un petit peu de matériaux d'analyse là-dessus. Il y a eu une enquête qui a été effectuée récemment par Le Parisien, il y a une enquête aussi, une étude auprès des entreprises effectuée par Alixio, et puis l'URSSAF nous donne aussi quelques éléments d'anticipation. On voit que l'année 2023 pourrait s'effectuer en termes de revalorisation salariale sur des bases qui vont de plus 4,3 à plus 4,9%. Alors, derrière cette tendance générale, il est évident qu'il y aura aussi des différences, je dirais à la fois sectorielles et en termes de niveau de qualification qui vont être très différentes. On a quand même des secteurs qui vont continuer d'être touchés par des tensions de main-d'œuvre extrêmement fortes, et là, finalement, avec une aspiration des salaires assez naturelle vers le haut. On a aussi probablement dans les revalorisations la tentation d'augmenter plus vite les bas salaires que les hauts salaires, ce qui semble assez vertueux, puisque on sait que sous l'effet de l'augmentation des dépenses contraintes, l'effet conjugué augmentation des dépenses contraintes et augmentation générale des prix fait qu'il y a des ménages particulièrement fragiles qui ont vu effectivement leur niveau de vie extrêmement grignoté par l'inflation. Ça, c'est, je dirais, la tendance générale. Maintenant, on voit se dessiner peut-être plusieurs autres tendances un peu plus précises. La première, c'est que probablement que si on écoute les entreprises, on voit que les augmentations de rémunération générale, en tout cas collective, vont revenir en force par rapport aux augmentations de rémunération individuelle. Il y avait une tendance à une certaine forme de personnaliser les rémunérations au cours des 2 ou 3 dernières années. Le deuxième paramètre, c'est que sur également les primes, on voit que
l'effet d'annonce produit par la loi pouvoir d'achat qui a pérennisé la prime exceptionnelle pouvoir d'achat qui s'appelle maintenant la prime de partage de la valeur va avoir pour effet d'inciter beaucoup d'entreprises à s'en servir et probablement à rehausser également le niveau promis autour de peut-être 1 000 € en moyenne dans la distribution contre 867 € en 2022. Ça, c'est la deuxième tendance qui s'affiche. On voit aussi que les employeurs font feu de tout bois pour augmenter les rémunérations, y compris en s'appuyant sur tout ce qui est avantages accessoires. Titres de restaurant, dispositifs de prévoyance et de santé et autres avantages qui vont finalement compléter l'augmentation de la rémunération de base. Voilà. Donc ça, c'est les grandes tendances telles qu'elles se dessinent aujourd'hui, et on voit bien que ces tendances s'inscrivent aussi dans, je dirais, la crainte de mouvements sociaux supplémentaires, sachant que les mois de novembre et décembre ont été quand même, de ce point de vue-là, assez nourris. On a vu que dans plusieurs secteurs d'activité, il y a eu mouvements sociaux, par exemple chez Sanofi, on en a vu aussi dans les assurances, on en a vu en métropole, on en a vu un peu partout, même jusqu'en Nouvelle-Calédonie, où on a vu les 6 grandes organisations patronales appeler effectivement à des journées de grève la semaine dernière, au profit de revendications salariales touchant les 67 000 salariés du secteur privé. Donc, et c'est ce que vous écrivez, d'ailleurs vous écrivez dans votre page que le principal catalyseur aujourd'hui de la crise sociale, c'est l'enjeu des salaires. Et oui, c'est l'augmentation des salaires réels. Et je pense qu'on y reviendra sur le sujet que vous évoquiez, des ajustements par le versement d'accessoires salariaux qui ne sont pas du salaire réel, mais c'est ce que vous écrivez, c'est-à-dire que l'enjeu fondamental aujourd'hui pour éviter la crise, c'est de s'interroger sur la manière dont on va augmenter nos salaires. Alors précisément, ce que je dis aussi dans le livre, c'est qu'il faut repenser les salaires, non seulement, je dirais, à l'aune de la hausse générale des prix, donc vraiment avec une dimension conjoncturelle pour éviter que le pouvoir d'achat des Français ne soit trop entaillé par cette nouvelle crise, en particulier énergétique, mais il faut aussi penser les salaires dans une optique de moyen-long terme. Et là, c'est vrai que si on ramène la question des salaires sur une plus longue période, on se rend compte, en tout cas dans les pays développés, dans les principaux pays de l'OCDE, que les gains de productivité sur les 30 dernières années ont augmenté plus vite que les salaires. Alors, c'est un peu moins vrai en France, C'est un peu moins vrai en France, et sur ce fameux débat qui me semble, moi, être un enjeu toujours important du partage de la valeur, on se rend compte que il y a eu une quasi-stabilisation de la part des salaires dans la valeur ajoutée dans notre pays, plutôt à des hauteurs raisonnables, puisqu'on est à quasiment 63% en moyenne, là où on est à des niveaux beaucoup plus bas dans d'autres pays européens. Mais donc il y a toute cette question quand même du partage des profits qui ressurgit, d'abord parce que on a vu aussi certaines rémunérations de hauts dirigeants un petit peu s'envoler, que on a évoqué effectivement du coup un peu rapidement de nouvelles notions comme celle du dividende salarié, parce qu'il y a aussi donc du coup une perception d'inégalité salariale. Au cours des 2 dernières décennies, on voit qu'en effet, ce sont plutôt les salaires très au-dessus du revenu médian qui ont augmenté plus vite que les rémunérations se situant en dessous du revenu médian, qui est seulement aux alentours de 1 800 € dans notre pays. Donc il y a vraiment un enjeu de correction, non seulement conjoncturelle, mais aussi structurelle en matière de rémunération. Vous évoquez dans votre ouvrage le fait que l'augmentation des rémunérations, et ça fait le lien avec la première question que vous posez, est d'autant plus fondamentale que la rémunération est un facteur de notre contrat social. Et donc dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, alors qu'on appelle grande démission notamment, mais en tout cas force est de constater, et vous le rappelez d'ailleurs, que on a un nombre de départs volontaires qui est beaucoup plus important que les années précédentes, et donc l'augmentation de salaire, la question de l'augmentation des salaires participe de la redéfinition de notre contrat social. Et donc c'est un enjeu également essentiel à ce titre-là. Parmi les réponses que vous évoquez pour répondre à cet enjeu, vous évoquez celui du compromis productif et salarial. D'abord au niveau étatique, national, décliné au niveau des branches. L'idée, et vous me corrigez si je me trompe, si j'ai bien compris, l'idée étant de créer un lien entre les progrès de productivité et la redistribution, c'est-à-dire l'engagement pour l'augmentation des salaires, d'abord au niveau des branches. La question que je me posais, c'est est-ce que
ce compromis productif et salarial, dans le cadre des NAO qui vont s'ouvrir, est-ce qu'il est déclinable dans l'entreprise? Est-ce que c'est un outil qu'on pourrait, intéressant, qu'on pourrait décliner dans l'entreprise? Alors, pourquoi j'ai mis cette proposition de compromis productif et salarial sur la table? Parce que je constate qu'on a tendance, depuis plusieurs décennies en France, à tourner un peu en rond, avec, on va dire, deux écoles de pensée qui s'affrontent de manière assez caricaturale. On a une première école de pensée, plutôt d'inspiration très libérale, qui consiste à penser que, au fond, si on veut sauvegarder la trajectoire de compétitivité de l'économie française, il faut donc comprimer les coûts. Donc ça. Et on parle d'ailleurs de coût du travail pour dire que la rémunération, c'est d'abord une charge pour l'entreprise. Et que donc, si effectivement on réduit au maximum cette charge, on va pouvoir relancer la croissance et l'emploi. Et qu'à l'inverse, si elle est trop élevée, on pénalise la croissance et l'emploi. Et puis de l'autre côté, on a une seconde école de pensée qui dit, mais nous, on veut à tout prix préserver le progrès salarial et puis qu'importe finalement les conséquences en termes économiques. D'ailleurs, vous voyez bien que si on relance les salaires, on relance la consommation et donc on alimente le circuit économique. Alors c'est plus ou moins vrai à l'ère de la mondialisation, puisque il y a aussi une grande partie des dépenses consommées par les Français qui sont importées. Voilà. Et moi, je me suis posé du coup la question dans mon livre de savoir si on était condamné à voir s'affronter de façon très stérile ces deux écoles de pensée, ces deux pensées quand même assez schématiques, ou s'il était possible à un moment donné de les réconcilier, c'est-à-dire de se dire au fond, comment est-ce qu'on arrive à concilier l'impératif de croissance et de compétitivité d'une part, et puis la nécessaire restauration d'une trajectoire salariale plus ambitieuse. Parce que je le dénonce à plusieurs reprises dans l'ouvrage, on peut vraiment parler, quel que soit le terme, d'austérité, de morosité salariale, d'immobilisme depuis maintenant plusieurs années. L'idée du compromis productif et salarial est un premier chemin vers cette réponse. Rappelez-vous les 30 Glorieuses, les fortes années de croissance entre 1945 et 1973, jusqu'au premier choc pétrolier. On parlait alors de compromis fordiste. Oui. Et là, il y avait ce lien en fait assez naturel qui se mettait en place entre d'un côté ce qu'on appelait la production de masse et de l'autre côté la consommation de masse. Et Henry Ford lui-même, dans son entreprise, avait théorisé le fait que pour dégager plus de profit, il fallait aussi penser à mieux rémunérer ses collaborateurs. On s'est écarté de ce schéma qui fonctionnait plutôt bien, c'est-à-dire que l'économie française dégageait une croissance importante, des gains de productivité élevés, et puis donc redistribuait assez largement, et la part des salaires dans la valeur ajoutée continue d'augmenter. Et puis ce dispositif s'est un peu fracassé sur l'inflation des années 70, les deux chocs pétroliers, et puis on est passé à un régime, je dirais, de croissance moins favorable, plus fondé autour d'une logique de capitalisme très financier et actionnarial. Et moi je dis le capitalisme actionnarial que vous évoquez dans votre avec une volonté effectivement de dégager des profits toujours plus élevés, sans se poser la question suffisante, à mon avis, de la rétribution. Voilà. Et donc de l'association des salariés finalement aux performances. Et donc à travers ce compromis productif et salarial, moi ce que je propose, c'est qu'on tire profit du fait qu'on soit en début de quinquennat, pour mettre les choses à plat et se dire au fond, en réunissant les partenaires sociaux, quels sont nos objectifs, quels sont nos grands objectifs économiques, quelle est notre ambition en termes de reconquête industrielle. On a beaucoup fait référence au retour du sujet de la souveraineté, qui va passer par, évidemment, à nouveau restaurer la place de l'industrie dans notre économie. Donc, quels sont d'un côté nos objectifs en matière de réindustrialisation, et puis, plutôt que de traiter séparément la question économique et la question sociale, de se poser aussi l'interrogation de quelle part de cette reconquête industrielle on va consacrer sous forme de redistribution salariale pour les collaborateurs. Et c'est ça le compromis productif et salarial, c'est la possibilité pour le gouvernement et les partenaires sociaux de discuter sur ces grands équilibres, ces objectifs à 5 ans, et puis derrière les grandes tendances qui pourront se mettre en place, de pouvoir en effet décliner le raisonnement au niveau des branches et au niveau des entreprises. Je dois vous dire que je ne crois nullement
un dispositif parfaitement étatique, parfaitement centralisé, et que je fais parfaitement confiance aux employeurs d'entreprises de toute taille pour savoir construire un dialogue social évidemment intelligent, constructif avec leurs collaborateurs et les représentants de leurs collaborateurs, de manière à pouvoir là aussi au niveau local se fixer des objectifs de croissance et de gain de productivité qui vont permettre d'alimenter le système de redistribution salariale. Donc je crois que ce dispositif, en effet, est un dispositif qu'on peut à la fois rendre pérenne dans le temps, tout à fait décentralisé, et puis travaillant effectivement sur une notion de moyen terme. En fait, ce qui manque pour moi dans le débat salarial, c'est la durée. C'est-à-dire que même si on sait bien que les NAO ne sont pas obligatoires chaque année, qu'elles doivent être renouvelées au moins tous les 3 ans, eh bien je crois qu'on devrait inciter les employeurs et les salariés à se réunir effectivement pour réfléchir à un cadre pluriannuel dans lequel ils fixent ensemble les objectifs de développement de l'entreprise et les objectifs de redistribution pour les salariés. C'est cadre pluriannuel avec indicateurs de réussite économique en lien avec des hausses graduelles de rémunération modulées en fonction des résultats et de l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Moi, ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser à l'accord de performance collective. Alors, je le dis avec d'autant plus de malice qu'on a commis un article ensemble sur le fait qu'il fallait sortir de l'accord de performance collective défensif pour faire pour aller vers un accord de performance collective offensif auquel je crois beaucoup, je crois que vous aussi. Est-ce que l'accord de performance collective ne serait pas l'outil idéal pour porter le compromis productif et salarial que vous évoquez? Alors c'est vrai que les ordonnances travail, les ordonnances dites Pénicaud à l'époque, puisqu'elles ont été adoptées en 2017, ont prévu un outil finalement assez ignoré, méconnu de la part d'un certain nombre d'employeurs, que sont les accords de performance collective. Et c'est vrai qu'on avait observé tous les deux que ces accords, lorsqu'ils avaient lieu, avaient surtout une vision un petit peu défensive, c'est-à-dire de prévention de difficultés finalement économiques de la part des entreprises, qui amenaient à demander aux collaborateurs par la direction de se serrer le plus souvent la ceinture, que ce soit sur les conditions de travail, l'aménagement du temps de travail et le cas échéant sur les rémunérations. Mais on n'a jamais imaginé les APC comme effectivement un outil offensif tourné vers la croissance avec, pendant la crise sanitaire, la possibilité de rédiger, par exemple, une clause de retour à bonne fortune. Ce qu'on n'a pas fait pendant la crise de 2020, est-ce qu'on peut pas le faire pendant la crise de 2022-2023 ? On sait que, en effet, les marges des entreprises sont particulièrement empiétées par l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières. Donc, compliqué aujourd'hui d'augmenter, en effet, les salaires, surtout lorsque la taille des entreprises est faible et qu'on est dans une PME ou une TPE. En revanche, rien n'interdit effectivement à la direction d'une PME de pouvoir se fixer en effet des objectifs économiques ambitieux sur 3 ans et de promettre, de prendre des engagements auprès de ses collaborateurs sur le fait que si on atteint un certain niveau de performance économique, financière et commerciale, on pourra en redistribuer une part sous forme de rémunération fixe, mais aussi sans doute de rémunération variable. Justement, puisqu'on parle de redistribution de parts,